Imaginez ceci. Il fait nuit, vous dormez chez vous. Rien d'illégal, rien de violent, rien de criminel. Puis soudain, on cogne à votre porte. Vous ouvrez, devant vous, des policiers, des militaires armés. Ils entrent, ils fouillent, ils ne vous expliquent rien. On vous menotte, on vous arrache à votre domicile. Vous êtes traité comme un criminel, vous êtes détenu pendant plusieurs jours. Sans accusation, sans savoir pourquoi, sans savoir quand vous allez sortir. En octobre 70, 497 citoyennes et citoyens du Québec ont vécu ça. Leur crime, avoir des idées politiques jugées dérangeantes. Ils étaient des indépendantistes, des syndicalistes, des progressistes. Aujourd'hui, à Génération Oui, on reçoit l'un d'entre eux, Gaétan Dosti, poète indépendantiste québécois. Un témoin direct d'un moment où le gouvernement fédéral canadien a voulu briser le mouvement indépendantiste québécois en suspendant les libertés individuelles fondamentales. Je prends également quelques secondes pour remercier le Fonds indépendantiste du Québec qui nous permet d'enregistrer des épisodes de qualité pour faire la promotion de l'indépendance. On y reviendra plus tard dans l'épisode. Bon épisode. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Alors bonjour, on est avec M. Gaétan Dosti, ça va bien? Ça va bien, oui. Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis également accompagné de Florence Colette, ma co-animatrice. Ça va bien, Florence? Ça va bien, toi, Marc-Antoine? Très bien, merci beaucoup. Donc, on va parler, comme je le disais en introduction, de la crise d'octobre. Mais juste avant, j'aimerais savoir comment êtes-vous devenu indépendantiste? Je suis un littéraire de formation. Je vais vous raconter une très vieille histoire, quelque part. J'ai 7 ans. Les religieuses font une petite pièce de théâtre, Les 3 enfants de Fatima. Et c'est moi qui vais être le petit garçon, le petit François, dans la pièce. Et l'invité d'honneur, quand on la donne en public, c'est Alfred Desrochers, le père de Clémence Desrochers. Et à la fin de la pièce, Desrochers me dit que si je vais chez lui, il va me donner un livre. Alors mon père m'y amène, je monte. Chez lui, il n'y a pas de place pour s'asseoir. S'il y a une chaise, il y a déjà des livres et des tas de choses dessus. Mais il me donne un exemplaire d'À l'ombre de Lawford qui venait d'être publié en 48 plutôt, dans la collection des Nénuphars chez Fidesz. C'est un livre lumineux que À l'ombre de Lawford. Et en me le donnant, il me dit ceci. Garde-le précieusement. Il n'y a pas de place où on conserve nos livres. Quelque part, on n'existe pas. La littérature québécoise est menacée de disparaître. Bon, je n'ai pas eu une longue discussion avec Desrochers, mais cela est resté dans ma mémoire et comme une obsession. À cause de cette pièce de théâtre, je vais suivre des cours de diction de bon parler français chez une dame, Marguerite Morisset-Leclerc, qui était la sœur de Louis Morisset, Mignorides, là. Toutes ces choses à la télévision se passaient autour de ces gens-là. Et à cause de ça, vers l'âge de 10 ans, je suis rentré dans une librairie de seconde main et sur le rayonnage, il y avait la première édition de Nelligan de 1903 et les soirées littéraires du Château de Ramsey de 1900, qui est la première anthologie des écrivains vivants de l'époque. 5 piastres chaque. J'ai couru chez moi et je suis revenu les chercher. Faut dire qu'on est en 56-57. La Bibliothèque nationale ne va être créée qu'en 67 et le dépôt légal n'existe que depuis 68. Alors moi, j'ai commencé mes collections à partir de là. Et à partir de là, l'enfant qui se posait la question, qu'est-ce que je peux faire pour pas que notre littérature disparaisse? J'ai commencé par des livres. Et au début du cours classique,
un de mes professeurs nous demande, ceux qui ont des livres chez eux, levez la main, vous savez quoi? Alors je lui dis, moi j'ai ça, ça. Ah, il dit, je veux les voir. Alors je lui amène ça au cours et il dit, j'ai un petit cadeau pour toi. Il est allé me chercher un petit manuscrit de Pamphile Lemay au sujet d'Évangéline de Grandpré. Alors, à partir de l'âge de 13 ans, je me suis mis aussi à collectionner les manuscrits littéraires. Bon, j'en ai des choses absolument invraisemblables, des manuscrits depuis Crémazie, Nelligan, Gauvreau, Miron. Puis comme j'ai été secrétaire de Miron à une certaine époque et directeur des éditions particulières une fois que Godin a été élu, j'ai vraiment des collections assez étonnantes. Bon, Dépend de alors, notre histoire. c'est donc à travers le fait de collectionner des livres, de décider de faire ce que je pouvais pour que notre littérature soit sauvée, que soit préservée, que moi, j'ai pris conscience du Québec à venir et de la bataille pour l'indépendance. Dès l'âge de 12 ans, au séminaire de Sherbrooke, où j'étudiais pour le cours classique, il y avait une société Saint-Jean-Baptiste. J'en suis venu membre tout de suite. Et j'ai été un militant depuis l'âge de 13-14 ans, Ah oui? incessamment. J'étais du MSA dès sa fondation. J'ai toujours été membre du Parti québécois. Et puis, j'ai toujours travaillé étroitement avec Miron, Godin, avec toute une panoplie de gens du milieu littéraire. Alors, pour moi, c'était pas d'abord politique dans le sens de la politique, mais c'était dans le sens de la sauvegarde même du patrimoine québécois à large. Et vers l'âge de 14 ans, j'ai acheté les premières œuvres d'art en relation avec la littérature aussi. Alors, aujourd'hui, j'ai 1200 pièces encadrées qui m'attendent dans un entrepôt. J'ai 300 livres d'artistes avec des vraies œuvres dedans, depuis des livres d'artistes depuis 1860. Le premier livre proprement québécois, c'est Albert Ferland en 1898, Les femmes rêvées, illustré par Georges Delfosse. Et j'ai même les dessins de Delfosse qui ont servi à illustrer ce livre-là. J'ai une collection très, très vaste, centrée sur la culture et la littérature québécoise. Et c'est ça qui a fondé ma vision du Québec et la volonté de sauver ce patrimoine. Ça m'amène à m'intégrer comme militant depuis toujours dans les mouvements politiques pour l'indépendance du Québec, quoi. C'est très impressionnant. Est-ce que vous avez eu au cours de votre vie un moment où vous étiez un peu plus, avez-vous perdu l'espoir à un moment de votre vie en cette cause-là de l'indépendance? Non. Non? Non. J'ai toujours estimé que c'était quelque chose qui allait mûrir, qui serait graduel, qui allait augmenter. Bien sûr, j'ai été près des felkistes. Je veux dire, le FLQ est né du désespoir de voir qu'aux élections, on pouvait avoir jusqu'à 30% des votes et n'avoir que 5 députés. Alors, j'ai été très près, Bevallière, bien sûr, mais très près aussi de Paul Rose, mais de certains Felkis savants. Et quand j'ai dirigé Parti pris, on a publié plusieurs livres qui sont autour de ça, dont Le samedi de la matraque, c'est une œuvre de Paul Rose. Mhm, mhm. C'est lui qui a rassemblé les textes.
et des témoignages. Très intéressant. Parlons justement un peu de l'avant-crise d'octobre. Donc, en 1970, il y a eu, vous y avez fait référence, le FLQ. En fait, il y a eu plusieurs vagues pour les gens qui nous écoutent, qui sont moins familiers avec ce mouvement-là. Il y a eu d'abord des bombes en 68-69, je pense. Ça a commencé en 63, les premières 63, bombes. oui, c'est vrai. Oui, ça a commencé en 63. En 67, c'était plus le groupe Vallière-Gagnon qui est une deuxième phase. Vous savez, le FLQ, il n'y a pas de chef. Là, il y a pas, le FLQ, c'est se réclamer d'une volonté d'élaborer une lutte qui était pas toujours... qui était des fois assez marquée par des gestes, par des bombes, etc. Il y en a quand même eu beaucoup, je dirais, à certains moments. C'était quoi le climat à ce moment-là, dans les années 60-70, par rapport à l'indépendance, comme militant indépendantiste de votre côté? C'était sans doute des moments de grand espoir, mais c'était aussi des moments où on voulait agir sur, être présent, avoir des actions. Bon, moi, j'étais pas dans le FLQ en tant que tel. J'étais plus dans les mouvements tout autour, que ça a été le MSA au départ, mais la Société Saint-Jean-Baptiste elle-même et le Parti québécois. Alors, j'ai toujours fait du militantisme, d'abord à Sherbrooke jusqu'aux années 70. Et à partir du début 71, là, je suis transféré à Montréal et je fais du militantisme avec Miron. Miron a dit qu'il allait m'éduquer, me former. Alors, il me donnait rendez-vous chez lui à 5h moins quart. Puis lui recevait les invitations de toutes les sortes de choses. Et à l'époque, chez Jacques Hébert, il y avait des lancements le lundi, mardi, mercredi et le jeudi. Alors, j'allais avec Miron, je le suivais partout, chez Fides, chez toutes sortes d'organisations, toutes sortes de lieux. Puis quand un écrivain mourait, souvent, on allait ensemble aux cérémonies. Et comme j'avais une formation un peu dans le théâtre, c'était souvent moi qui faisais les lectures de poèmes à ces occasions. Je comprends. Puis justement, le climat envers l'indépendance du Québec, donc c'était un peu vous avez assisté à la naissance, en fait, de ce mouvement-là indépendantiste. C'était quoi un peu dans l'opinion publique? Est-ce que vous étiez vu... est-ce que c'était compliqué d'être indépendantiste à cette époque-là? C'était quand même l'émergence du mouvement. Ouais. Sûrement que c'était compliqué et sûrement que nous étions vus d'une façon négative. Surtout que moi, à l'Université de Sherbrooke, le doyen de la Faculté des arts, c'était un Français, un vrai Français, M. Houpert. Et pour lui, on était des fauteurs de troubles. Je veux dire, si bien que c'est pas à l'université qu'il y a eu le plus grand militantisme sur ce côté-là. Mais comme j'étais le directeur du journal des étudiants à cette époque-là et qu'on faisait des numéros sur les patriarches de 37-38, sur le militantisme, etc., on avait une interaction. Puis, en 68, il y a eu la Société Saint-Jean-Baptiste de Sherbrooke, qui était une société fédéraliste. Pour le 24 juin, imaginez-vous, après ce qui s'était passé en 68, ici à Montréal, ils ont invité Pierre-Éliott Trudeau. Et là, à la Société Saint-Jean-Baptiste, il y a un de mes amis qui, avec d'autres, a été posé une bombe. Et là, ça l'a éclaté. Je veux dire,
sans que je sois mêlé directement. Non. J'ai été suivi, suspecté. Enfin, c'est une époque, pas de répression absolue, là, mais quelque part, oui. Ça brassait beaucoup. Puis est-ce que dans ce moment-là, vous vous sentiez comme fier ou c'est plus comme une peur de ce qu'il pourrait m'arriver quelque chose? Est-ce que vous vous questionnez sur la question ou c'était plus une... J'ai toujours été fier de mes opinions et de ce combat. Surtout que mon père était un syndicaliste. Il avait fondé son propre syndicat à l'endroit où il travaillait. Et c'était un ami de Michel Chartrand. Alors, chez nous, on n'a jamais été on n'a jamais été des gens qui étaient vraiment qui adhéraient à une vision du Canada même. On était des résistants en soi. Puis d'être un syndicaliste à cette époque-là, c'était aussi une certaine résistance. Alors moi, j'ai vécu dans un milieu comme ça. Surtout que j'étais l'aîné d'une famille de 10 enfants, ce qui n'est pas rien. Et ma foi, il n'y en a aucun dans la famille qui ne s'est pas engagé pour le Québec chez Saint-Point. J'ai 7 sœurs, les filles aussi. Et quand la crise d'octobre, finalement, éclate justement en 1970, en octobre 70, évidemment, c'est quoi votre réaction? Où étiez-vous? Est-ce que vous gardez j'imagine, vous gardez des souvenirs assez clairs de ce moment-là? J'étais réveillé à la galerie d'art de l'Université de Sherbrooke. Et lors de l'inauguration d'une exposition, on s'est aperçu que le surveillant qui était là était en réalité un agent policier quelconque. Et avec un autre ami, on a appris qu'on venait d'enlever Pierre Laporte. Et nous, on s'est mis à rire. Alors, cette nuit-là, est arrivé chez moi un groupe de 8 agents, 2 gens des Forces armées avec mitraillettes, 2 agents de la GRC, 2 agents de la police provinciale et 2 agents de la police municipale. Et dans les agents de la police municipale, il y avait celui qui faisait de la surveillance à la galerie d'art. C'était moi qu'on surveillait. Alors, oui, mais j'ai subi comme 2 arrestations. J'ai eu une première dénonciation, justement, par celui qui était à la Société Jean-Baptiste fédéraliste. Et on est venu m'arrêter au moment, ma mère est née le 16 octobre, on était en train de commencer le souper. Alors, j'ai eu une première arrestation, puis on a fait une légère perquisition, on m'a amené, mais vers les 10h30, 11h, on m'a libéré. Alors, je suis allé à l'université fêter ma libération. Et au retour, je suis rentré tard, vers les 3h. Et là, à 4h, tout à coup est arrivée toute une série de voitures. On a entouré la maison. Et là, les agents, les gens de l'armée amenés de leur mitraillette sont entrés dans ma chambre et avec le bout de la mitraillette, ils ont enlevé les couvertures en m'enfonçant le fusil, la mitraillette dans le corps pour que je sente bien la chose. Et la maison chez nous, c'est 3 étages avec des dépendances. Ils ont tout fouillé. Ils sont même allés dans les livres d'école, dans les sacs d'école de mes sœurs. Ils ont même, en arrière, il y avait
un endroit où on mettait les vidanges Alors, ils ont vidé complètement, même les corps de vidange. Ils sont allés fouiller dans le garage de mon père. Ça a duré presque 5 heures. Et pendant tout ce temps-là, j'avais une mitraillette braquée sur moi dans mon lit. Puis vers les 7h30, 8h, là, on m'a dit de m'habiller parce que je dormais tout nu, j'étais encore jeune. Et on m'a amené d'abord à la prison de Sherbrooke, la vieille prison qu'il y avait là-bas. Et ils avaient arrêté quelques autres personnes. Dans les premières heures, lors du 16 octobre, on disait qu'on arrêtait des séparatistes et des communistes. Eh bien, il y avait 2 militants communistes à l'Université de Sherbrooke qui étaient contre l'indépendance, mais qui avaient été arrêtés. Alors, dans un fourgon cellulaire, dans lequel avait pris place le militaire à mitraillette, précédé d'une voiture avec des policiers, suivi d'une autre voiture avec des policiers et d'une voiture banalisée avec d'autres policiers dedans. On m'a monté à Montréal jusqu'à la prison Partenay, au 4e étage. Et là, au 4e étage, mon voisin immédiat de cellule, c'était Gérald Godin. Après ça, il y avait Miron. Puis au bout de cette rangée-là, c'était Charles Gagnon. Puis à ma gauche, c'était Pierre Vallière. Moi, j'avais organisé la venue à Sherbrooke de Poèmes et chants de la Résistance en 68. Poèmes et chants de la Résistance avait eu lieu en avril 68. Et ça avait été décidé, le gouvernement avait décidé que les gens du mouvement de défense des prisonniers politiques, qui avait été organisé par Miron, Pauline Julien, Gonin, etc., était le comité de financement du FLQ. Alors, les gens de ce comité de financement se sont retrouvés comme un peu ensemble. Alors, c'est ainsi que j'ai pu apparaître comme un gros bandit. J'avais une barbe. On m'a coupé la barbe pour prendre les photos avec empreinte digitale. Et en me coupant de la barbe, j'avais les faces, une face en bas puis une face en haut. Ma photo de prisonnier politique est très drôle. C'est quand même impressionnant si on revient à l'arrestation même. Donc, vous avez dit il y avait eu 8 militaires, policiers, gendarmes, etc., qui viennent chez vous, ils en sortent la maison. Est-ce qu'ils cognent pour rentrer ou ils défoncent carrément? Chez nous, on ne barrait pas les portes. OK, donc ils rentrent librement, oui, comme dans un moulin. Ils sont rentrés il y avait une porte en arrière qui donnait sur le sous-sol, puis il y avait la porte en avant, puis une porte sur le côté. Pour annoncer ça, pour ajouter, je ne sais pas qui... écoutez, la rue où on restait, la maison où on restait, là, ça faisait plus de 15 ans. On connaissait tous les gens de la rue, tous les gens étaient des amis. Le jour où la porte a été retrouvée morte, le lendemain matin, mon père, au pied de l'escalier, a trouvé, écrit en lettres rouges, le mot FLQ, comme si c'était du sang. Alors, je pense que c'est la GRC elle-même qui a fait ça. Vous savez, à l'époque, on tentait de pouvoir d'amener le public à être contre les militants indépendantistes quelconques. Et sûrement que c'est du terrorisme d'État, comme disait André Ferretti, mais on allait jusque-là. D'ailleurs, quand en 68, ils ont saisi
Le Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière. Le livre, ils sont allés le saisir chez l'éditeur, chez le distributeur. Ils sont allés saisir les plaques chez l'imprimeur et ils sont allés saisir les 2 exemplaires du dépôt légal. Alors, c'était comme la volonté de faire disparaître l'existence même de ce livre-là. D'ailleurs, ceux qui en avaient en 70, comme le mien, ils ont été saisis. C'est une édition rarissime que la première édition. Ouais, il y avait une volonté de faire disparaître un peu ces livres-là. Oui, c'était une volonté. Puis si il n'y avait pas eu Michel Chartrand, qui avait un imprimé à cette époque-là, qui a fait une édition pirate, sans copyright et sans mention de qui l'avait imprimé. Alors, il y a eu une édition pirate comme ça qui a circulé. Mais c'est surtout qu'à partir du moment où il y a eu cette saisie-là, là, ce sont tous des mouvements de gauche à travers le monde. Par exemple, l'éditeur de gauche français, François Maspero, a tout de suite repris le livre, il l'a publié. Ils l'ont traduit en allemand, traduit en italien, traduit en portugais et traduit évidemment en anglais. Et ça a été publié à toutes sortes d'endroits à travers le monde. Alors, ça devenait comme un peu inutile. Après la crise d'octobre, Godin a réimprimé le livre à parti pris. Et vous, à ce moment-là, donc, vous êtes arrêté. On ne vous dit pas pourquoi. Pourquoi, à ce moment-là, comment vous réagissez face à cette arrestation-là? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe? On n'a pas d'illusion. On n'a pas dit pourquoi à qui que ce soit. Je veux dire, c'est bien évident qu'on a essayé d'éteindre, de mettre sous un boisseau toute velléité des militants, quels qu'ils soient. Il y a eu 500 personnes arrêtées, là, mais retenez bien ceci. Les 500 personnes, là, c'est juste ce qui est apparu. On a fait près de 35 000 perquisitions à travers tout le Québec. On a arrêté 75 personnes au lac Saint-Jean, où il n'y a jamais eu l'ombre d'un felkis. On en a arrêté 14 à Chibougamau. Il n'y a pas eu de felkis non plus, bien, hein? Alors, on a pris les listes d'adresses de tous les membres du RIN qui avaient saisi à l'époque, et tous les gens qui avaient été dans le RIN ont été visités. Et il y a eu même 21 000 perquisitions avec saisie. Alors, tous les livres, jusqu'à un certain point, d'une certaine gauche québécoise, étaient saisis. Je veux dire, même le petit livre rouge de Mao Tse-tung, tout ce qui pouvait être interprété comme étant un peu révolutionnaire, si l'on peut dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a les 500 qui sont arrêtés, bien sûr, mais le terrorisme d'État a fait une peur. Il y avait pas. Le Québec de 70, c'est pas la même population qu'aujourd'hui, là. Il y avait personne qui ne connaissait pas quelqu'un qui avait été intimidé, qui avait été visité, chez qui on avait saisi des choses. Et ceux qui avaient des choses qui pouvaient être saisies le faisaient disparaître. Alors oui, ça a été... même la revue Parti pris faisait disparaître ça. Mais ouais, vas-y. Ouais, mais là, pour revenir un peu à l'arrestation, ils vous ont arrêté. Puis là, vous dites que quand vous avez été arrêté, vous avez été un certain nombre de jours. C'était combien de temps environ que vous avez été en cellule? Moi, j'ai été 11 jours. 11 jours? Parce qu'après 12 jours, il fallait, selon la loi, qu'ils renouvellent l'arrestation. Miron a fait 10 jours, Godin aussi.
Puis est-ce que ça vous a rassuré de voir des gens comme Miron? Je comprends. Donc. Est-ce que c'était quelque chose de comme, OK, au moins on est là-dedans ensemble? Quand on m'a amené à Montréal, on était dans une grande cellule où on prenait les empreintes digitales puis les photos. Et tous les gens qui étaient là, c'était pas des robineux, là. C'était des gens qui avaient des doctorats, qui avaient des ci, des ça. Alors, c'était pas des militants ordinaires, c'était des gens de syndicats, etc. Alors, à aucun moment, je me suis senti dans une situation de panique. Puis, quand j'ai vu qui était à côté de moi dans la cellule, oh ben là, j'étais presque honoré. Vous étiez dans la même cellule ou dans des cellules... Ah, c'est des cellules séparées. OK, c'est ça, oui. Mais on pouvait se toucher du bout des doigts. OK. J'ai écrit quelques poèmes en cellule. Je n'avais pas de papier, alors j'ai écrit ça sur du papier de toilette. Et le petit crayon pour que je puisse écrire, c'est Vallière à côté qui me l'a passé. Alors, le matin, on se touchait des mains. Je veux dire, c'était... Il y avait comme une sorte de solidarité, là. À aucun moment, on a eu une attitude de vouloir... je sais pas, d'avoir un repentir, d'être des militants. Au contraire, petit à petit, surtout à mesure qu'on voyait arriver d'autres gens, il y avait une solidarité. On voyait bien aussi qui était arrêté. Oui, c'est ça, c'est des intellectuels, des syndicalistes, des artistes. C'était pas, comme vous le dites, des criminels endurcis. Michel Garneau, là, il était dans l'autre coin. Là. Mais Jacques Laruelle-Langlois était dans une autre rangée. Robert Lemieux aussi. Comment avez-vous été traité, justement, pendant cette détention-là par les gardes? Lumière allumée 24 heures par jour. 24 heures par jour? Oui. Puis... Même pas pendant la nuit, on ferme pas la lumière. Enfin, on vous laisse pas dormir avec une lumière fermée. Dans la cellule, on va pas nous donner des vêtements, là. Alors, je vais garder les mêmes vêtements pendant un jour. Et dans la cellule, il y a un grabat avec une espèce de couverture, peut-être genre laine, et une oreiller de caoutchouc, mais sans oreiller, sans couverture d'oreiller. Et il y a un bol de toilette, mais il n'y a pas de couvercle ni de banc. Alors, si tu t'assois sur le rebord. Sur le rebord. Puis, c'était la solidarité entre les gens qui étaient incarcérés, qui était étonnante et qui était réjouissante même, qui nous apportait du courage. Et parce que c'était pas quelque chose ordinaire. Là. C'était vraiment... on s'est pas senti comme étant des vrais repris de justice. Parce que la masse des gens qui étaient arrêtés n'avaient rien à faire avec les actes du FLQ en soi. D'ailleurs, dans les 500 personnes arrêtées, là, il n'y avait personne qui était impliqué dans les actions du FLQ. D'ailleurs, les actions du FLQ, là, entre vous et moi, là, même en comptant les gens qui étaient impliqués dans les deux cellules et en comptant les gens qui les ont aidés après, là, c'est 28 ou 29 personnes. Ça n'a jamais été plus que ça. On était loin de l'insurrection qui annonçait le gouvernement fédéral. Ça, c'était... l'insurrection appréhendée, c'était que Trudeau avait décidé de tuer le mouvement indépendantiste.
Et c'était uniquement ça. D'ailleurs, qu'on aille chercher les RINIS, les gens du RIN, là, qu'on aille chercher les plus vieux indépendantistes, là, c'était une volonté de faire peur, de terroriser. On voulait vous casser. Oui, on voulait casser le mouvement. Puis, on s'est arrêté au PQ jusqu'à un certain point. On n'a pas été arrêté, l'évêque puis des gens comme ça, là, parce que ça aurait été un autre État, surtout il venait d'y avoir des élections où certains avaient été élus, pas l'évêque à ce moment-là, mais... Mais ils ont quand même été loin. Ils ont enlevé plusieurs personnalités publiques. Vous en avez cité, là, justement, Miron, qui était un poète. Rien d'un grand révolutionnaire qui pose des bombes. Il a enlevé personne. On peut rien lui reprocher de violent. Pauline Julien, Gérald Godin. Gérald Godin, Jacques Larue, même l'avocat Robert Lemieux. Ouais. C'est des gens qui s'impliquaient politiquement, qui étaient des militants pour l'indépendance, pour cette cause-là, qui étaient parfois plus à gauche, mais qu'on ne pouvait pas leur reprocher quoi que ce soit de criminel à ce moment-là. Là. Jacques Larue-Langlois, on a trouvé du pot chez lui. Et la seule poursuite ou condamnation qu'il y a eu, c'est au sujet du pot. Ah ouais? C'était pas une bombe, c'était pas des explosifs. Puis moi, je me demande, est-ce qu'après, dans votre parcours de militant, votre parcours professionnel, est-ce que vous aviez peur après de vous faire arrêter? Est-ce qu'il y avait comme cette peur-là de si je milite, ça pourrait revenir? Oh non. Non? Il reste que pour Sherbrooke, ça a été quelque chose, là. J'ai été le seul, d'ailleurs, qui a accepté de faire des entretiens, des entrevues dans les journaux. Le journal anglais, qui était propriété de Conrad Black, le journal anglais de Sherbrooke, et le journal La Tribune. Mais j'étais un militant à l'Université de Sherbrooke, là, dans toutes sortes de choses, là. Alors, au début de 71, le doyen de la Faculté des Arts, M. Houpert, me fait venir, me dit « Ah, M. Dosti, on ne sait pas si vous êtes felkiste ou pas, on ne veut pas le savoir, mais ici, votre réputation est faite et vous dérangez. » Alors, il dit, j'ai téléphoné à mon confrère, secrétaire général de l'UQAM, puis si vous voulez, je transfère dans la journée votre dossier et vous pouvez vous présenter demain matin et choisir vos cours et les suivre sur le champ, puisque l'année est commencée. Alors, en une nuit, je suis devenu Montréalais pour toujours. Et en m'expédiant, il m'a dit « Ici, vous êtes trop connu. À Montréal, vous allez être anonyme. » C'était pas faux. Donc, le gouvernement fédéral avait quand même réussi à vous stigmatiser à Sherbrooke pour que le doyen, comme ça, vous envoie à Montréal. Écoutez, j'étais le directeur du journal des étudiants, etc. Ouais. Je veux dire, puis j'étais très impliqué dans le militantisme. Alors, il n'y a pas... Mais en arrivant à Montréal, moi, j'y habitais, j'avais un frère qui restait sur le plateau, pas très loin de chez Miron. Alors, je suis allé cogner à la porte de Miron. Puis bon, Miron, je l'ai trouvé passablement désorganisé dans toutes ses affaires. Alors, je lui ai dit, si vous voulez, je peux me mettre à travailler avec vous. Alors, il dit, OK. Il dit, je vais te former, te faire que tu aies le métier d'éditeur. Mais il dit aussi, dans ce milieu-là, là, c'est la relation publique qui est la plus importante. Alors, il me dit, tu viens me retrouver à 5h moins quart tous les jours, puis on part, puis on fait tous les lancements, les lieux. Alors, Miron, pendant plusieurs années, m'introduisait. Quand le journal Le Jour a été fondé, tout de suite, Miron m'a incité à proposer une collaboration au journal Le Jour. Et j'ai été au journal Le Jour jusqu'en 1977. Journal Le Jour qui était le journal du Parti québécois à ce moment-là. Oui, Parizeau, l'évêque. Et, bon, Yves Michaud, je pense. C'était Michaud qui était un peu le...
Le dirigeant. le journaliste de profession qui était derrière ce truc-là. Ouais. Très intéressant. Puis, bon, si on revient justement à votre détention, vous êtes libéré. Comment ça se passe, cette libération-là? Vous retournez chez vous, heureux, j'imagine, de revoir le soleil du jour et non plus la Oui, lumière. ben là, tout à coup, on nous annonce qu'on va nous libérer. Et là, on n'avait jamais eu droit à avoir une douche et même se faire la barbe. Alors, on m'amène aux douches. On- je ne vais pas changer de vêtements qui sont là depuis 11 jours, mais je me fais la barbe et je me douche. Euh, et là, il y a un policier qui va m'amener jusqu'à Sherbrooke. Et rendu à Sherbrooke, il semblerait que mon père travaillait en face de la prison à Sherbrooke. Et chaque jour, quand il finissait son travail, il allait à la prison puis me demandait des nouvelles. Et ma mère téléphonait le matin. Alors les policiers ont dit, lui, il est tellement dérangeant, on va aller le conduire tout de suite chez lui. Alors, quelque chose comme 4-5 heures après 11 jours, je suis arrivé à l'improviste chez moi, chez mes parents. Qui était content de vous retrouver, j'imagine. Ben oui, évidemment. C'est parce que je pense que toute la famille était dans une phase de résistance. Là. J'ai jamais été, pour ainsi dire, condamné ou vu d'une façon négative par ma famille. Quelque part, non pas qu'on était fiers, là, mais oui, un peu. Écoutez, le grand-père m'a téléphoné et m'a invité à aller manger chez lui. Puis lui, il disait qu'il était fier de ce qui était arrivé. Bon, alors, même dans la famille autour, ça a été... mon militantisme était accepté et était vu positivement. Oui, ben, je pense que vous avez raison d'être fier. Puis je pense que le gouvernement fédéral devrait avoir honte. Justement, parlons des gouvernements. Vous avez dit, bon, dans le FLQ, là, il y a eu environ 28-29 personnes. Du moins en octobre 70, là. Je ne compte pas ceux qui... parce que le FLQ commence en 63. Ouais. Puis le groupe Vallière-Gagnon, c'est autour de 67. Puis ils sont arrêtés en 68. Non, ils sont arrêtés même en... C'est plutôt 66-67. Parce que Vallière et Gagnon, en 67, ils vont faire... ils s'en vont devant l'ONU à l'époque, avec des pancartes. Et là, ils vont être arrêtés par les policiers de New York. Et ils sont incarcérés dans une prison où la majorité des prisonniers, ce sont des Noirs, et en particulier les Black Panthers. Et Vallière a écrit Le Nègre blanc d'Amérique alors qu'il était emprisonné dans cette prison-là. Et il faisait sortir le manuscrit par segments par son avocat. Et celle qui, à Montréal, le dactylographié, était coloc avec Paul Rose à cette époque-là. Et le tapuscrit qui a été dactylographié a été saisi par la police quand il y a eu l'apparition chez Godin. Mais aussitôt que les parties de manuscrits étaient prêtes, c'était Régina Lamel de l'Université de Montréal qui avait fondé un centre de recherche en littérature qui venait récupérer le manuscrit et qui l'a entreposé dans les archives de l'Université de Montréal jusqu'en 1966. Le gouvernement québécois... Non, jusqu'en 1976, quel lapsus. Le gouvernement de Bourassa, à ce moment-là, pendant la crise d'octobre, le maire Drapeau demande au gouvernement fédéral, à Pierre-Éliott Trudeau, d'invoquer la loi sur les mesures de guerre, ce qu'il a fait, ce qui a justement mené à votre arrestation ainsi qu'à celle de 500 autres personnes.
pour le simple fait d'être des indépendantistes, comme on le mentionnait. Est-ce qu'ils ont bien agi à ce moment-là pour préserver la sécurité, l'unité nationale, comme ils le prétendaient? Est-ce qu'ils ont bien agi, selon vous, ces gouvernements-là? Ça a plutôt produit l'effet contraire, dans le sens que si en 76, le Parti québécois va prendre le pouvoir, va être élu, ça découle de ça. C'est que, sur le coup, bien sûr, pour une partie de la population, nous avons été comme un peu stigmatisés. Et le fait que certaines personnes à l'Université de Sherbrooke réagissent comme ils ont réagi, c'était dans cet ordre-là. Mais parmi la jeunesse, là, parmi les gens politisés un peu, là, malgré que moi j'étais membre du Parti québécois, alors au Parti québécois, on me voyait comme un gauchiste. Là. J'étais, pendant quelques années, un peu suspect à cause de ça. Mais dans le milieu, autour de Miron, de Godin, en tout cas, dans ce milieu-là, c'était pas encore une gloire, là, comme ça l'est peut-être aujourd'hui. Mais jamais nous n'avons senti une hostilité autour de nous. Surtout que Miron, quoi qu'on en dise, est une espèce de demi-dieu. Je veux dire, il arrivait quelque part et il y avait un attroupement autour de lui. C'était un agitateur politique continu. Je veux dire, et en ce sens-là, moi, j'ai été entraîné dans ça, j'ai été mêlé à ça. Là. Je veux dire, puis bon, il n'y a pas de milieu qui nous rejetait en tant que tel. Mais je peux vous raconter une anecdote qui touche Marc Lalonde, qui a été, avec Trudeau, un des instigateurs de tout ça. On était chez Fidesz au début de 71, avec Miron. Et Marc Lalonde était là avec... je pense qu'il y avait au moins qu'il y avait 2 gardes-corps. Il assistait au lancement. Et après que les discours se sont terminés, Miron s'est avancé, puis il a pointé Marc Lalonde, puis il dit... Tu diras à ton boss qui est un trou de cul. Il dit, quand on était à Paris, il m'avait dit que le jour où on ferait l'indépendance, tous les intellectuels seraient en prison. Eh bien, il dit, moi, je sors de prison. Puis il dit, l'indépendance, c'est pas là, mais on va continuer à se battre pour que ça devienne. Alors, Marc Lalonde a retenu ses 2 gardes-corps, puis il est parti. Et à peu près 10 minutes après le départ, il restait quand même peut-être une dizaine de personnes dans des coins. Mais autour de Miron, là, il y avait entre 50 et 70 personnes qui étaient là pour l'entendre discourir. La bataille s'est beaucoup menée par les intellectuels, par les gens de culture. Et c'est d'ailleurs la voix qui a été la mienne qui a fait que j'ai été un militant tout le temps. C'était pas un militant dans le sens de faire de la politique pour devenir, je sais pas... Député, ministre. Bon, enfin. Mais c'était de débattre publiquement de ces choses-là dans les milieux où on était. Et Miron ne se taisait pas et il mettait les gens en contradiction. Il accusait publiquement des gens au beau milieu d'un événement. Puis bon, à cause de parti pris et tout ça, c'était une certaine gauche, là, à cause de parti pris,
J'ai connu Langto et sa gang, comme j'ai connu Paul Rose et Jacques Rose. Même Jacques Rose est venu déménager le bureau de Parti pris à un moment donné, quand on a changé de local. Bonjour, je prends un petit moment pour remercier notre commanditaire, le Fonds indépendantiste du Québec. Le FIDQ, c'est le partenaire de choix pour les indépendantistes. Ils soutiennent des artistes comme Kinji00 et Simon Baudry. Ils soutiennent également la Saint-Jean des Oui Québec. Enfin, ils soutiennent des projets comme la République économique et la différence québécoise. Et bien sûr, ils soutiennent Génération Oui. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le Fonds indépendantiste du Québec, rendez-vous sur refidq.québec et à titre personnel, je les remercie parce que c'est grâce à des initiatives comme celle-ci qu'on peut vraiment répandre l'indépendance partout. Donc, je les remercie et je vous souhaite un bon épisode pour la suite qui s'en vient. Donc, ils n'ont pas réussi finalement à casser le mouvement indépendantiste dans ces années-là. Ça l'a propulsé. Ça l'a propulsé. Ça a fait l'effet inverse. Ça l'a fait l'effet inverse. Puis, ça l'a permis, 76, là. Quand on a vu, en 73, qu'à nouveau, le Parti québécois augmentait le pourcentage du vote, mais qu'ils avaient même un député de moins qu'ils en avaient eu en 70, là, l'idée de l'impasse était assez évidente. Et là, ce sont tous les milieux, mais c'est surtout la jeunesse. Vous êtes des jeunes. Quand on est jeune, puis qu'on a 20 ans, là, puis qu'on regarde la société autour, même encore aujourd'hui, là, on a envie que ça change, là. Mais quand on est jeune, puis qu'on a 20 ans, on pense qu'on va avoir du temps pour le changer et on va s'engager encore plus fortement. Bien sûr que des petits vieux comme moi, à la veille de 80 ans, sont encore engagés, sont encore militants. On ne cesse pas d'être militant. Mais je veux dire, on n'a pas l'espoir d'assister au vrai changement qu'on voulait. Peut-être que si, là. Je veux dire, je pense qu'on arrive à des moments cruciaux, à des moments déterminants aussi. Et je pense qu'on est mûr pour ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'être jeune, c'est vouloir changer le monde. Alors, il y a une jeunesse québécoise qui est derrière le mouvement indépendantiste. Vous en êtes la preuve. Mm-hmm. Je voulais vous demander également, est-ce que, puis on reviendra au gouvernement fédéral, mais juste avant, pour clore un peu votre arrestation, votre détention, est-ce que vous avez reçu des excuses, que ce soit des autorités en place à l'époque ou par la suite? Je sais qu'il y a eu des demandes 50 ans après à Justin Trudeau. Il n'y a personne qui a eu des excuses. Non? Personne. Personne. C'est d'ailleurs quelque chose qui nous a suivis. Moi, j'ai même siégé sur des comités du Conseil des arts, de la Conférence canadienne des arts. Il y avait des représentants de toutes les provinces et même des territoires. Tout le monde parlait en anglais. Et j'ai osé ne m'adresser à eux qu'en français. Ça aurait pu être une catastrophe. Mais imaginez-vous que la personne sur ce comité-là qui représentait le Québec, c'était Phyllis Lambert. Et Phyllis Lambert ne s'est adressée à eux qu'en français. Et quand arrivait l'heure du dîner, moi et Phyllis, on était seuls à une table, puis toutes les autres étaient ensemble. C'est là que j'ai compris que Phyllis Lambert avait une vision. Elle était solidaire des combats qu'il y avait du Québec. Et ça a été rafraîchissant. On est resté des amis. Elle arrive à presque 100 ans, là. Impressionnant. Vous avez porté, justement, parlant d'excuses, parlant de cette cause-là, vous avez porté la cause jusqu'à la Cour suprême pour faire entendre ce qui s'est passé en octobre 70. Bon, en 95, ça faisait 25 ans, on a décidé de fêter ça.
Et on a créé de toutes pièces la Fondation Octobre 70, dont j'ai été le président fondateur. Et j'ai organisé à l'université, à l'UQAM, une journée de films et dans la soirée, une soirée de témoignages. Cette soirée de témoignages, écoutez, a été filmée, là. C'est la dernière fois qu'on entend Miron, qu'on entend Robert Lemieux, qu'on entend Jacques Laguillanglois, qu'on entend toute une série de gens qui ont été incarcérés en octobre 70. Alors, oui, ce vidéo-là est maintenant déposé à la Bibliothèque nationale, mais on n'en a pas, je n'ai pas encore demandé copie. Mais je vais pouvoir éventuellement vous offrir ça avec des textes absolument étonnants, des témoignages absolument étonnants qui ont été faits cette soirée-là. Et à partir de ça, ben, on a continué la bataille. Ça a été repris avec des avocats. Et là, on a commencé les contestations judiciaires qui étaient écartées, bien sûr. On s'est même rendu à toutes sortes d'instances, en cour supérieure, et là, en Cour suprême. Ils nous l'ont rejeté en disant que ça faisait trop longtemps. OK. Je veux dire, mais personne ne voulait qu'on se penche sur ces dossiers-là, qu'on puisse en parler ouvertement. C'est gênant pour eux parce qu'ils ont, encore une fois, incarcéré des gens injustement. Là, vous portez cette cause-là aujourd'hui aux Nations Unies, au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Vous êtes allé déposer en personne. On est allé déposer. J'avais jamais vu... j'avais vu New York en 70, mais je n'avais jamais vu New York depuis. Alors, je suis allé avec Maxime Laporte, que vous connaissez bien, déposer un mémoire sur octobre 70. Disons que c'est un geste plus politique, parce que qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ONU? C'est sûrement bien mince. Mais c'est de voir, il faut garder cela vivant. Avec les batailles qui s'en viennent, là, avec la prochaine élection du Parti québécois, j'espère, en octobre prochain, les vraies batailles vont commencer, une après l'autre. Et rappeler comment on a été victime d'un terrorisme d'État. Et je reprends ce mot d'André Ferretti, c'est important. Il faut savoir que le Canada ne nous fera pas de cadeaux. Et que, dans le contexte où nous vivons maintenant, actuellement, qu'est-ce qui va arriver du Canada? Est-ce que le Canada est vraiment différent des États-Unis? C'est nous qui sommes différents. C'est nous qui avons une culture, qui avons des traditions qui sont fortes, qui sont cohérentes. Et nous avons une littérature, nous avons une culture, des interprètes, des chansonniers. Mais au Canada anglais, on écoute la télévision américaine. On n'a pas une véritable culture d'un bout à l'autre du Canada qui identifie, qui réunit un certain Canada. Mais nous avons bâti au Québec, à partir des années 60, écoutez, la vraie littérature, là, ça commence avec les années 60. Là. Hubert Aquin, c'est 65. Marie-Claire Blais aussi. Jacques Godbout, et ainsi de suite. Le cinéma qui est émergé, tout ça, ça n'arrive pas de la même façon dans le restant du Canada. Je dirais, on nous ignore plus ou moins. Nous sommes tout à fait différents et autonomes quelque part dans notre culture et dans notre façon d'être. Et cela, ça a toujours marqué le processus dans lequel on était engagé. On n'était pas des concurrents de ce qui pouvait se passer au Canada anglais. On était plutôt dans l'affirmation de la culture proprement québécoise pour que les Québécois eux-mêmes en soient fiers.
Et on a beaucoup été aidés par les chansonniers, les créateurs, les romanciers, et ainsi de suite. Et les poètes, surtout en particulier. Je veux dire, la poésie québécoise, que ce soit celle de Godin, de Miron, en tout cas, mais peu importe les noms, là, il n'y a pas dans la poésie québécoise de chantre du Canada anglais. Même à l'époque de l'École littéraire de Montréal, quand un gars comme Albert Ferland fait ce qu'ils appellent le Canada chanté, eh bien, ça s'arrête aux frontières du Québec, son Canada chanté. Il n'a pas, il a pas fait l'éloge des Rocheuses et autres parties du Canada. Alors, il y a une constante. Notre littérature a été faite en fonction de ce que nous sommes, du territoire où nous sommes et de la volonté de continuer, de créer une vraie littérature. Parce que la littérature a débuté très lentement. Écoutez, le premier recueil littéraire publié, c'est 1830. Là. Puis 1830, le second, c'est 1863 avec Louis Fréchette. Là. C'est 33 ans de quasi-silence. Il faut dire que les Britanniques avaient détruit les imprimeries francophones. Et ce n'est que vers les années 1855 qu'ils commencent à avoir des imprimeries ailleurs. Mais le premier roman publié par Philippe Aubert de Gaspé, Les Anciens Canadiens, c'est 1863. Il y avait eu son fils qui avait fait quelque chose en 1837, mais le livre est publié à l'île du Prince-Édouard, à Halifax. C'est pas publié ici. On n'en connaît que 4 exemplaires. Alors, aujourd'hui, on l'a réédité, bien sûr. Mais alors, avant qu'on ait une vraie production, là, avant l'école littéraire, là, c'était des exceptions à la règle, ils n'ont pas... D'ailleurs, jusqu'aux années 50, les grandes bibliothèques que pouvaient avoir les écrivains, c'était des bibliothèques européennes, des bibliothèques françaises, là. Je veux dire, moi, j'ai commencé à collectionner le livre uniquement des Français d'Amérique et surtout du Québec et du restant du Canada en français. Mais c'était les éditions du Blé dans l'Ouest, les éditions d'Acadie. Mais ils naissent après la nuit de la poésie 70. Là. Il n'y a rien. Là. Il n'y a pas d'édition dans le restant du Canada francophone avant les années 70. Alors, nous sommes une littérature émergente, mais à partir de ce moment-là, il y a eu comme une solidarité, une revendication de notre propre langue, de notre propre monde, et on a ressorti les écrivains qui venaient d'arriver, Gabriel Leroy, Bonheur d'occasion, c'était dans la fin des années 40. Ça a été une éclaireuse pour pouvoir continuer. Et et même Miron avec les éditions de l'Hexagone, c'est en 53. Puis en 53, ils ne font que quelques petits livres comme ça. Là. En 53, il y en a un seul. Alors, c'est vraiment autour des années 60 que là, l'affirmation devient globale dans toutes les formes de l'art. Là. Que ce soit l'art, les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, là, je veux dire, c'est 68, là. Je veux dire, c'est donc l'émergence de la langue québécoise elle-même qui est arrivée dans ces années-là. La langue parlée.
Et il y a eu des romans, Claude Jasmin avec Pleure pas Germaine, qui est dans la langue parlée, publié chez Parti pris d'ailleurs, et ainsi de suite. Alors, il y a eu une appropriation de donner à voir la culture du Québec aux autres Québécois. Puis là, vous avez aussi l'arrivée un peu de la télévision, où à la télévision, on va avoir des séries télévisées, Un homme et son péché, mine de rien. C'était ressusciter un certain passé, un passé de résistance jusqu'à un certain point, un passé malheureux même. Mais petit à petit, la famille Plouffe, bon, vous n'avez pas vu ça peut-être, mais c'était l'émergence de ce qui se passait dans le vrai peuple de ces années-là. Et, C'était l'affirmation à ce moment-là d'une conscience nationale. Sentez-vous que le gouvernement fédéral a instauré une peur qui persiste encore aujourd'hui à l'effet que si le Québec se sépare, on serait envahi? Est-ce que c'était un peu ça le message subliminal d'octobre 70? On n'a pas... Écoutez, l'apparition des États-Unis telle que c'est là, en ce moment, là, ça date de Trump. Là. Non, mais par les Canadiens. Est-ce que le gouvernement fédéral voulait montrer que s'il y avait trop de mouvements au Québec, ils étaient prêts à intervenir militairement? Est-ce que c'était un peu ça leur volonté, selon vous? En 70, c'était ça qui était en sourdine, Mais la solidarité du milieu intellectuel, du milieu des créateurs, créatrices, a fait que ça... Écoutez, il n'y a pas eu de grands... Dans le milieu intellectuel, des créateurs et créatrices, des gens qui se sont mis à être des Canadiens. Là. Ça l'a amené plutôt l'obligation de tout ce milieu-là. Si on s'intéresse à notre propre culture et à notre propre monde, Parti pris, la revue, là, c'était la première revue où la totalité de tout ce qu'il y avait dans la revue, c'était une analyse de la condition québécoise sur toutes ses figures. À partir du numéro 5, où la gang avec Miron, avec tout un Jacques Brault, etc., on dit désormais notre littérature, c'est la littérature québécoise. Bon, ben ça, c'est le pivot. À partir de 65, là, la littérature canadienne-française est moribonde. Ça n'existe de moins en moins. On va parler de la littérature canadienne-française pour les francophones du restant du Canada et non pas du Québec. Alors, c'est à travers la littérature, la culture, où on s'est dit québécois, où s'est faite une vraie révolution, là. Une révolution qui a impliqué tout le monde. Là. Je veux dire, moi, je me rappelle, j'étais à l'université, je suivais un cours. Le professeur venait de publier un livre, Montréal dans le roman canadien, où il faisait les Anglais et les anglophones. Alors, je lève la main. Monsieur, maintenant, on parle, nous, de la littérature québécoise. Alors, le professeur a fait une colère. Il a pris ses livres, puis il n'a pas donné son cours, le premier cours. Puis après ça, il me regardait. On parle de monsieur québécoise, monsieur. Il me narguait avec ça. Mais le changement s'est fait. Et ce sont les jeunes qui étaient là, qui ont obligé le changement, qui ont amené, qui se sont mis à parler de la culture comme étant celle du Québec et non pas celle d'un Canada français à large. Là. Alors, autour de 66 et cette dernière vague du FLQ autour de Vallière et Gagnon, là, il y a la conscience du devenir québécois a été assumée par des jeunes de 20 ans. Là.
dirais. Les premières révoltes étudiantes, là, c'est des révoltes de jeunes. Là. La première révolte étudiante, c'est en 68. Et en 68, l'école des beaux-arts à Montréal, là, ils ont occupé l'école pendant plus d'1 mois. Ça a été moins un succès dans les universités. Ça a duré 1 semaine à l'Université de Montréal. Puis à Sherbrooke, ils n'ont pas voulu vraiment embarquer. Puis moi, j'étais dans l'organisation de Sherbrooke à ce moment-là. Je trouve ça intéressant que vous parlez des révolutions étudiantes, l'implication des jeunes dans le mouvement par rapport aussi à leur implication avec la littérature québécoise. Puis je me demande un peu qu'on revienne un peu à aujourd'hui. C'est quoi que vous aimeriez que les jeunes retiennent de la crise d'octobre de 70? On est jeunes, nous, mais les gens qui nous écoutent aussi se demandent ça un peu. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous êtes un peu dans un combat qui continue, dans une sorte de militantisme. C'est de continuer à militer, de continuer à se battre, d'amener la réalisation du pays. Je veux dire, nous avons commencé à ces années-là, nous n'avons jamais lâché cette volonté de pouvoir affirmer ça, d'amener ça. Le référendum de 95, perdu par si peu, ce qu'on a pu brailler des suites du résultat. J'imagine. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le Québec devient un pays, ça va être parce que ça va être votre génération qui va l'avoir amené, qui va l'avoir ancré dans la réalité. Bien sûr que nous, on va être avec vous, là. Bien sûr que c'est peut-être nous plus que d'autres qui finançons le Parti québécois, même à 100 piastres maximum, parce qu'on ne peut pas donner plus. Mais nous, on est de la vieille garde qui n'a pas lâché. Mais si ça se réalise, c'est parce que le mouvement que vous amorcez, qui est jamais mort, qui avance, c'est votre génération qui le porte. Puis cette génération-là sent très bien qu'il y a une solidarité des gens qui sont plus vieux, qui n'ont pas changé d'idée tant que ça. Et ceux qui étaient plutôt pour le non, il y en a beaucoup qui sont morts. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, justement, dans leur cours d'histoire en 4e secondaire, qui entendent parler de la crise d'octobre de 70, ça les touche, puis c'est des gens qui... C'est comme un élément déclencheur de l'histoire québécoise où, finalement, tu deviens indépendantiste parce que tu dis... Je peux pas y croire, moi, dans mon entourage, c'est ça que j'ai vu vraiment, là. C'est cet événement-là qui marque beaucoup de jeunes à peine 16 ans, ils se sentent touchés. Ah, ça aurait pu être moi. Oui. Ça c'est l'événement politique. Ouais. Bon, mais moi, je suis devenu indépendantiste par la culture, par la littérature. Mais ça aussi est encore présent. Là. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est encore porteur. Vraiment. Je veux dire, peut-être pas de la même façon que ça l'a été en notre temps, où quand Vigneault faisait un spectacle, les gens de mon pays et tout ça, mais Vigneault a chanté le Québec. Et en chantant le Québec, il a donné une fierté à ceux qui étaient plus vieux. Mais en même temps, un après l'autre, tous les créateurs et créatrices sont allés dans des voies de cet ordre-là. Vous n'avez pas aujourd'hui de grand chantre de quelque Canada quelconque. Je veux dire, il n'y a pas... Ce serait honteux pour un créateur de se mettre à chanter le Canada des Rocheuses et l'Ontario et tout ça. Alors, on a passé cette étape-là. Là. Maintenant, c'est la solidarité avec toutes les générations qu'il faut réaliser. Et elle va se réaliser d'autant plus fort que la jeunesse va embarquer et mener peut-être un peu la charge la plus évidente, la plus active sur la place publique. Quand il y a maintenant des manifestations ou des choses, c'est votre génération qui est là. Des vieux comme moi avec le canne.
j'ai oublié ma canne chez moi. Je marche avec une canne, imaginez-vous. En tout cas, la génération qui est là, et il y a le dynamisme, il vient de votre génération, là. Nous, on est avec vous, on est dans le mouvement, mais si on serait tout seul, on serait encore dans un certain désespoir. Alors que la situation qui est créée actuellement, où on voit que le Parti québécois, avec si peu de députés, a changé la donne. Puis, ma foi, je trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon est un homme d'envergure. C'est un savant, c'est quelqu'un qui est capable de gérer bien des choses et qui l'a montré. Alors, moi, je pense qu'on est à la veille de la vraie bataille, là. Je veux dire, la génération, oui, là, vous êtes dans le mouvement qui va coaliser ces différentes choses. C'est important ce que vous faites, beaucoup plus que vous pensez, parce que vous éveillez les fibres de solidarité chez la plus grande masse, là. Et je suis plein de confiance et d'admiration quelque part de voir cette volonté, le travail que vous faites, là. Bien, merci beaucoup. Je pense que, en tout cas, pour ma part, ça me touche beaucoup de vous entendre. On sent encore toujours cette passion-là pour la littérature québécoise, la culture québécoise et ce mouvement d'émancipation collective. Je pense que je me situe au même niveau que vous. On le sent, là, qu'il y a une fenêtre historique qui se passe en ce moment. On est prêt au Québec pour faire ce pays-là, enfin, de se libérer, puis de s'appartenir, puis de devenir vraiment réalistement maître chez nous. C'est ça le projet, au final. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'ajouterais que c'est parce que vous êtes aussi en marche, vous les jeunes, que ce projet-là devient réalisable. Je veux dire, vous êtes beaucoup plus important jusqu'à un certain point stratégiquement que vous ne le pensez. Vous obligez les autres générations, les vieux, ceux qui sont avant vous, non seulement d'espérer, mais de remettre le militantisme à l'ordre du jour, même pour nous. Tout à fait. S'il y a des gens, justement, qui nous écoutent, on les invite, les plus jeunes, à continuer puis à commencer à s'impliquer. On le voit, il y a de plus en plus de jeunes qui s'impliquent. On passera à la dernière partie de l'entrevue qui s'appelle un ça ou ça. Donc, on vous donne 2 choix et vous devez choisir rapidement entre les 2 options. Est-ce que ça vous va? Bien. Lève-tôt ou lève-tard? Je suis un lève-tôt. Lève-tôt. Les colocs ou les cow-boys fringants? Moi, j'ai bien connu les colocs. Malheureusement, je restais pas très loin de l'endroit où il s'est suicidé. J'étais là le matin. Je dirais pas les colocs sans les cow-boys fringants, là. Je veux dire, moi, je crois que les colocs ont permis les cow-boys fringants. Je veux dire, c'est une filiation d'un groupe à l'autre, là. On n'est pas le nombril de la culture à aucun moment, puis on est les héritiers de ceux qui sont avant nous. Que vous ayez connu Miron ou pas, vous êtes les héritiers de Miron comme vous êtes les héritiers même de Régent Ducharme, et ainsi de suite. Et les colocs étaient des fervents indépendantistes, puis le nouveau groupe, tout autant, avec autant d'acharnement et de volonté. Et les groupes qui vont réapparaître ou qui apparaissent en ce moment
vont aller dans cette voie-là, d'être francophone, puis d'écrire en français et de créer en français. Si on veut qu'il y ait une pérennité de ce que nous sommes, on ne peut pas ne pas s'engager dans le clan de réaliser l'indépendance. C'est comme viscéral. Je veux dire, tu oses être francophone, ben va jusqu'au bout. Assume ce que tu es, puis assume aussi solidairement ceux qui sont avant toi. Assume tes parents, assume ton milieu. Alors oui, mais nous sommes justement rendus à un moment où il y a des plus grandes solidarités comme il n'y en a jamais eu auparavant. Et moi, je pense que malgré mon vieil âge, j'ai peut-être des chances de voir le pays de mon vivant. C'est ce que je me souhaite. Puis c'est très bien répondu. Dans votre préférence personnelle, toujours, est-ce que vous êtes plus Gilles Vigneault ou Félix Leclerc? Même si l'un ne va pas sans l'autre. J'ai connu les deux. Puis si je vous montrais ce qu'il y a dans mon sac, là, j'ai un livre d'art de Félix Leclerc. J'ai vu 3 spectacles de Félix Leclerc de mon vivant. Et à l'un de ces spectacles, je me suis amené avec une pile de livres et je lui ai fait signer certains de ses livres. Mais j'ai été encore plus près de Vigneault. Je veux dire, Vigneault, bon, quand je dirigeais Parti pris, avec l'Hexagone, les herbes rouges de Caen, on avait créé un réseau de distribution de livres. Et les nouvelles éditions de l'Arc de Vigneault étaient dans le groupe. Alors, j'ai eu à travailler concrètement avec Vigneault. Je connais Vigneault. Là. Je suis plus près de Vigneault que de Félix Leclerc à cause de l'âge, puis à cause du véritable, la proximité d'être près de Vigneault. Bon, Vigneault est encore vivant. C'est encore un porteur du pays. Mais je dirais l'un. Écoutez, Le Tour de l'île de Félix Leclerc, mais c'est surtout sa chanson sur Octobre 70, L'Alouette en colère. Là. C'est venu vous chercher. Alors, on ne peut pas. Vous n'êtes pas obligé de choisir, là. C'est difficile quand même. Mais je choisis aussi la suite de Vigneault, la suite de Leclerc, parce que ça ne s'est pas terminé là. Tu sais, je veux dire, ils sont seulement les racines de quelque chose qui est devenu. Y a-t-il des créateurs québécois vraiment qui sont qui chantent le restant du Canada en français? Non, je pense pas. Non. Alors, c'est les deux. Tout à fait. Québec indépendant avec un gouvernement de gauche ou Québec province avec un gouvernement de gauche, de droite, c'est-à-dire? Je ne suis pas un provincial, cher monsieur. Québec indépendant. Québec indépendant, ça va de soi. Puis j'espère que ce sera suffisamment à gauche pour pas qu'on régresse. Je n'ai pas... j'ai pas envie que le Québec des années 60 soit notre objectif. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue. Je pense que ça fait du bien vraiment d'entendre votre message d'espoir. Moi, je trouve ça assez révoltant de voir justement comment que le gouvernement fédéral a agi en octobre 70. Certainement, il y a eu les enlèvements de M. Laporte, de M. Carrosse, mais je pense qu'il n'y avait rien qui justifiait votre arrestation ainsi que celle des 497 Écoutez, autres personnes. Ça, on le sait. C'était la volonté du gouvernement d'éteindre le mouvement indépendantiste. Là. C'était uniquement ça. Là. Parce que
D'ailleurs, on le sait, dans le cas du groupe de Langto, la police aurait pu les arrêter bien plus avant. Ils ont fait traîner les affaires pour pouvoir faire un ravage dans le milieu des indépendantistes. Ils avaient un poste de police dans un appartement juste en face d'où ils étaient, puis ils occupaient un appartement à côté. Puis, permettez-moi de terminer Oui. en racontant qu'est-ce qui est arrivé à la porte. Là. À un moment donné, à la télévision, il reste que 2 felkistes avec Jacques Rose et, qui étaient là avec la porte. C'est Bourassa, la télévision, qui dit qu'ils ne négocieront jamais avec les felkistes. Alors, la porte s'est sentie abandonnée. Et il s'est jeté dans la fenêtre en la défonçant en partie. C'était une fenêtre double. Il s'est blessé. Et là, ils l'ont ramené à sa chambre. Mais là, la fenêtre défoncée qui était visible de la rue, les gars ont dit, il faut qu'on parte d'ici, il faut qu'on quitte. Là. Alors, ils se sont organisés pour pouvoir mettre la porte dans la voiture et aller ailleurs. Ils avaient déjà prévu ailleurs. Et quand ils sont arrivés dans la chambre, la porte s'est mise à hurler, mais hurler dans tous les sens du terme. Ils ont voulu l'arrêter, l'empêcher d'hurler. Jacques Rose a empoigné son gilet de laine. Et dans le gilet de laine, il y avait sa chaîne scapulaire. C'est sa chaîne scapulaire qui l'a étouffé. Et quand ils ont constaté la chose, ils ont mis la porte dans la voiture, ils ont mis un oreiller et tout ça, mais on n'a pas voulu tuer la porte pour tuer la porte. Là. Je veux dire, ils sont responsables de sa mort, ça. S'il ne l'avait pas enlevé, il ne serait pas mort. C'est ce qu'il disait souvent. Mais c'est aussi... Mais on n'a pas voulu tuer la porte pour tuer la porte. Non, de toute façon, quand on enlève un otage, c'est pas pour le tuer, c'est pour négocier et obtenir. Bon. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai l'impression que ça va résonner auprès des gens. Je pense que c'est une partie importante de notre histoire qu'on connaît assez peu. On en entend souvent parler, on entend souvent cette dernière partie-là par rapport à tout l'enlèvement de Pierre Laporte, mais je pense que c'est important aussi de démontrer, comme vous l'avez fait, le terrorisme d'État du gouvernement canadien envers le mouvement indépendantiste, cette volonté-là de briser un mouvement politique. Un mouvement politique qui était non-violent. Et s'il pouvait le faire aujourd'hui, il le ferait. Exactement. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Dosti, de votre présence. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été C'était là. vraiment très apprécié. Parce que j'ai même fait 1 heure. Oui. Puis, je remercie les gens qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, commenter, partager. C'est ce qui va faire résonner ce discours-là. Je pense que c'est important que les gens sachent ce qui s'est passé en octobre 70. Je vous remercie d'être là. Génération Oui, c'est un média 100% indépendantiste. Donc, si vous aimez notre contenu, allez voir toutes les autres entrevues qu'on a faites. Puis, on est en route vers les 6 000 abonnés sur YouTube, bientôt les 15 000 sur Facebook. Donc, on sent qu'il y a vraiment une année charnière qui s'en vient avec 2026. Donc, impliquez-vous, abonnez-vous, ça va nous faire extrêmement plaisir. Alors, est-ce que tu vas te présenter aux prochaines élections? Non. Je vais être occupé ici. Pourtant... On va recevoir les députés, là. On va recevoir les militants. militants. J'aime donner la parole. Merci beaucoup encore une fois. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.